Vidéo, donc nous allons décrire donc l'activité sur la dispersion de la lumière par un prisme. Donc je vous montre l'activité donc que vous auriez dû avoir donc ce mercredi donc 18 novembre, mais pour des raisons donc d'actualité, donc nous n'avons pas pu faire cette activité. Donc je vous présente donc la conclusion. Donc je lis avec vous. Donc le professeur donc refait devant vous la manipulation de la dispersion de la lumière par un prisme. Donc j'ai juste envoyé de la lumière blanche, un faisceau, donc un rayon lumineux de lumière blanche, et vous avez obtenu donc ici le spectre, comme on l'a vu dans le TP, vous l'avez vu plusieurs fois. Et je compare ça donc à la figure ici, donc qu'on a fait dans le TP, donc mardi, où on a envoyé plusieurs rayons incidents, donc avec différents angles d'incidence, et on avait mesuré les angles de réfraction ici, donc I2 ou θ2, en fonction de l'angle I1. On a vu qu'il y avait une relation, donc on avait tracé une courbe pour retrouver la loi de Descartes et trouver l'indice du plexiglas. Donc Julien, donc un élève de seconde, se rappelant du TP, se pose une question. Pourquoi observe-t-on le spectre de la lumière blanche composé d'une infinité de couleurs colorées en envoyant un seul rayon de lumière blanche sur un prisme? Ce n'est pas logique, avec le TP précédent, à moins que... Alors, on vous demandait ici de définir la problématique. Alors, pour définir la problématique, je reprends donc les images. Alors, si l'on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, dans le TP qu'on a fait, un rayon incident, qui était monochromatique, puisque nous on a utilisé un laser, donc un rayon incident donnait un seul rayon réfracté. Et on avait mesuré l'angle I1 entre la normale et ce rayon, et on avait mesuré donc pour chaque I1 l'angle I2 entre le rayon réfracté et la normale. Mais à chaque fois, un seul rayon incident, on avait obtenu un rayon réfracté. Ici, vous imaginez, dans le prisme, on envoie un seul rayon lumineux, également, de lumière blanche. Donc on a un seul I1. Et on obtient ici donc des I2, il y en a plusieurs, puisqu'on a un I2, vous voyez bien, pour le violet, qui n'est plus faible que le I2 pour le rouge, a priori. Donc, si on tourne après ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, c'est que j'ai pris en fait cette image-là et je l'ai tournée de manière à ce que vous ayez dans les deux cas donc le dioptre donc et la surface horizontale. Donc en fait j'ai pris cette image là et je l'ai tournée de on va dire allez, 30 à 45 degrés pour qu'elle devienne avec le dioptre ici. Donc regardez bien, les dioptres ici je l'ai mis horizontal, alors que là je l'ai mis aussi horizontal, donc pour que les deux figures ressemblent. Donc regardez bien, on avait envoyé dans le TP une lumière laser monochromatique rouge, on obtenait donc une lumière laser monochromatique rouge, un rayon réfracté. Mais quand on fait dans le prisme, vous imaginez bien, là on avait donc du plexiglas, pour le prisme, j'envoie un rayon de lumière blanche, j'obtiens plusieurs rayons réfractés. Il y en a un violet, un vert, un jaune, un rouge, mais donc ça veut dire que là finalement pour un seul I1, là j'ai plusieurs I2, alors que là j'ai qu'un seul angle de réfraction. Donc on peut définir la problématique qui est la suivante, qui est pourquoi en envoyant un seul rayon de lumière blanche sur un prisme obtient-on plusieurs rayons réfractés, donc qui sont à chaque fois qui sont séparés donc par leur couleur. Donc on associe à chaque radiation colorée donc une longueur d'onde, alors qu'en envoyant un seul rayon de lumière monochromatique, nous dans le TP c'était un laser rouge, sur un morceau de plexiglas, on obtient un seul rayon réfracté. Donc ça c'est une problématique, et donc pour la résoudre, on vous demandait dans le sujet, si je vous le remontre, on vous disait, à l'aide de la loi de Descartes, proposer une singularité du prisme donc cohérente. Donc je reprends la loi de Descartes que nous avons donc vue dans le sujet du TP mardi. Donc la loi de Descartes est la suivante, c'est le fait que il y a une relation entre l'indice du milieu 1 fois le sinus de cet angle d'incidence ici, et ça c'est égal à N2, l'indice du milieu 2 fois le sinus de l'angle de réfraction. Donc si ici, je prends donc un trait, je vais le mettre en vert, et ce trait là je vais représenter ici donc la normale. Donc là vous avez donc l'angle I1, et ici j'ai les angles I2. Pardon. Donc
si je relis la loi de Descartes, ça veut dire que N1, l'indice du milieu 1, le milieu 1 ici, donc quand on est dans avec un prisme, le milieu 1 est de l'air, donc c'est pour ça que j'ai remplacé ensuite N1 par 1, donc ça, je vais remplacer N1 par 1. Ensuite, N1, donc l'indice de l'air, 1, fois le sinus de l'angle d'incidence, que je vais prendre dans un cas égal à I1, peu importe la valeur de I1. Donc ici, l'indice du milieu 1 fois le sinus de cet angle-là, c'est égal à N2, donc l'indice du prisme, fois le sinus de l'angle I2, l'angle de réfraction ici. Donc, je peux simplifier cette relation de Descartes si le milieu 1 est de l'air, puisque dans le milieu 1, N1 égale 1, donc ça veut dire que N1 fois sinus I1 devient sinus I1, puisque 1 fois sinus I1 égale sinus I1, et ça c'est égal à N2 fois sinus I2. Donc regardez bien, je reprends ensuite, dans l'image qui suit, l'exemple suivant. Donc j'avais cette relation-là, donc qui est ma relation de Descartes, que j'avais simplifiée dans le cas où le milieu 1 est de l'air. Je peux ensuite donc diviser des deux côtés par N2. Et si je divise des deux côtés par N2, j'obtiens cette relation-là. Donc sinus I2 égale sinus I1 divisé par N2, puisque bien entendu les N2 se simplifient. Donc maintenant on peut poser le problème. On obtient donc ici pour un seul I1, j'obtiens plusieurs I2. Donc ça veut dire que, regardez bien, pour une valeur de I1, j'obtiens plusieurs valeurs de I2. Alors j'espère que vous êtes tous conscients que ce schéma-là, plusieurs, donc I2. Donc là, avec un I1, j'ai donc ici, 2 I2. Donc je vais essayer d'éteindre cette chose-là. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc ici, je reprends le fil. Donc un I1, un angle. Pour un angle d'incidence I1, j'ai ici plusieurs angles de réfraction. Alors comment cela est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir donc plusieurs valeurs de I2 si on a une seule valeur de I1 et une seule valeur d'indice pour le plexiglas? Donc imaginez si ici je prends une seule valeur de N2. Imaginons une valeur, peu importe sa valeur. Si je prends une valeur d'angle I1, donc le sinus va me donner une valeur. Si je divise par une seule valeur, normalement, je devrais obtenir une seule valeur, quel qu'en soit donc le nombre. Donc ça veut dire qu'il me serait impossible d'obtenir plusieurs I2 si N2 n'a qu'une seule valeur. Donc ça veut dire que si l'indice du prisme ici ne prend qu'une seule valeur, je ne peux pas expliquer pourquoi, en envoyant un seul rayon ici, I1, un seul rayon donc de lumière blanche, donc polychromatique ici, mais pourquoi, en envoyant un seul rayon, j'obtiens plusieurs I2. Donc ça veut dire que l'hypothèse que je viens de faire, qui est de, imaginons que N2 ne prenne qu'une valeur, est nécessairement fausse. Donc si N2 ne prend pas une seule valeur, il en prend alors donc plusieurs. Et donc c'est ça la caractéristique importante du prisme, c'est que l'indice de réfraction de ce milieu-là prend plusieurs valeurs. Et elle prend plusieurs valeurs selon les radiations qui arrivent. Et donc dans ce cas-là, on appelle le prisme et le milieu qui constitue le prisme un milieu dispersif. C'est pour ça qu'ensuite, on vous disait d'aller sur une animation. Donc je vais vous la montrer, cette animation. Donc c'était sur le site qui est donné dans l'activité. Donc cette animation est la suivante. Donc je la monte. Donc vous avez ici, donc sur cette activité, donc vous avez une lumière blanche qui est envoyée sur un prisme et vous obtenez ici le spectre. Ce qui est bien dans cette animation-là, c'est que je peux remplacer donc la lumière blanche par une lumière monochromatique. Donc dans ce cas-là,
J'ai juste à changer la longueur d'onde ici en faisant bouger pardon, la longueur d'onde. Donc je vais y arriver. Est-ce qu'il va pouvoir me prendre la longueur d'onde? Voilà. Donc regardez bien, quand je prends une lumière monochromatique, imaginez bleue, regardez bien où tombe le faisceau. Le faisceau tombe ici. Je vais bouger ensuite la longueur d'onde pour aller vers le rouge. Et vous allez voir que le faisceau ici, le point d'impact sur l'écran, va se déplacer. Donc regardez bien, je reprends ma longueur d'onde. Hop, alors il faut que j'y arrive. Voilà. Donc regardez bien, je bouge, regardez bien sur l'écran. Le point d'impact se déplace. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour chaque longueur d'onde, ici, vous avez un seul angle d'incidence. Ici, un seul angle d'incidence. Toutes les longueurs d'onde, toutes les radiations arrivent ici avec le même angle d'incidence. Par contre, l'angle de réfraction ici varie selon que vous ayez une radiation bleue, rouge, verte, etc. Et donc ça veut dire que là, vu qu'il y a une réfraction ici, une double réfraction ici, parce qu'on sort aussi encore du milieu quand on part du prisme dans l'air, et bien donc vous voyez bien ici sur l'écran que pour chaque radiation, si l'angle ici est différent, c'est nécessairement l'indice du milieu varie selon la longueur d'onde. Donc si je reprends ça, et bien entendu, alors pour finir sur cette animation là, quand vous mettez une lumière polychromatique, donc qui est la lumière blanche, vous faites la somme de toutes les radiations, et dans ce cas là, vous obtenez toutes les radiations monochromatiques qui s'additionnent, et donc vous obtenez le spectre. Donc en fait, le prisme permet de décomposer la lumière, parce que ce prisme est un milieu dispersif, c'est-à-dire que l'indice donc de réfraction de ce milieu dépend de la longueur d'onde. Et donc s'il dépend de la longueur d'onde, cet indice là, si cet indice dépend de la longueur d'onde, ça veut dire ici que pour un angle, si j'envoie des radiations donc polychromatiques avec une infinité de radiations et de longueur d'onde, chacune de ces radiations, même en arrivant avec le même I1, n'aura pas pour le matériau la même valeur de N2, et donc ça donnera un I2 différent pour chacune des radiations. Donc ensuite, c'est pour ça que la conclusion de l'activité est donc que le prisme, comme les gouttelettes d'eau après un orage, sont un milieu dispersif. En effet, on vous demandait dans la fin de l'activité de donner un autre exemple. Vous avez tous vécu après donc un orage où l'atmosphère est très humide. Vous regardez dehors et vous voyez tous l'arc-en-ciel. Et bien l'arc-en-ciel, c'est juste la même propriété qui démontre qu'en fait, les gouttelettes d'eau sont un milieu dispersif, c'est-à-dire que les gouttelettes d'eau, donc en étant éclairées donc par la lumière blanche du soleil, se comportent donc comme le prisme, comme un milieu dispersif, donc parce que l'indice de ces gouttelettes d'eau, l'indice de réfraction de ces gouttelettes d'eau, varie en fonction de toutes les longueurs d'onde qui lui arrivent dessus, issues de la lumière blanche du soleil, et donc ça permet de décomposer la lumière blanche qui lui arrive. Et c'est pour ça que vous obtenez donc des magnifiques arcs-en-ciel, donc avec toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche. Donc qu'est-ce qu'un milieu dispersif, pour conclure? Donc un milieu dispersif, c'est un milieu où l'indice du milieu dépend de la longueur d'onde de la radiation incidente. Et donc l'air et le vide ne sont pas des milieux dispersifs. En effet, on est éclairé en lumière blanche, et quand vous regardez votre voisin dans la classe, vous êtes séparé par de l'air, et donc vous ne voyez pas un arc-en-ciel à chaque fois que vous regardez quelqu'un. Donc ça, heureusement que l'air n'est pas un milieu dispersif pour permettre de voir donc clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura essayé de faire comprendre donc ce qu'est un milieu dispersif et pourquoi donc le fait que le prisme ici soit un milieu dispersif nous a permis d'obtenir les spectres. Sans le fait que ce milieu est dispersif, on n'aurait jamais pu obtenir des spectres de lumière, puisque si le milieu n'était pas dispersif, pour un seul I1, j'aurais un seul I2. Donc si j'envoie de la lumière blanche, j'aurais obtenu un seul rayon de lumière blanche. Et donc dans ce cas-là, on n'aurait pas pu faire donc, le TP sur l'analyse des spectres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.